Coucou chers abonnés et bienvenue sur la page Benisola officielle. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Nous sommes disponibles sur la page Facebook Benisola officielle, sur YouTube et sur Instagram portant le même nom. Notre rubrique d'aujourd'hui portera sur les allergies alimentaires. Vous en avez probablement entendu parler ou peut-être que vous avez été déjà victime de cette affection. Nous découvrirons ensemble au cours de cette émission ce que c'est qu'une allergie alimentaire, comment ça se manifeste, les personnes sujettes à cette affection, comment prévenir et comment traiter ce mal. Pour répondre à cette question, je suis accompagnée d'un invité spécial, le docteur Franck Yedormon. Je rappelle qu'il est médecin allergologue dermatologue au centre médical La Providence. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Merci de bien vouloir partager ce moment avec nous. Merci. Alors docteur, dites-nous ce que c'est qu'une allergie alimentaire. J'aimerais d'abord commencer par remercier l'ensemble de vos abonnés. Je remarque que le digital en santé, ça commence à prendre un certain essor. Et c'est aujourd'hui un privilège pour moi de pouvoir répondre à vos questions par rapport aux allergies alimentaires. Plaisir. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'allergie alimentaire? En général, ce sont des manifestations cliniques, des symptômes que l'on ressent donc à l'ingestion d'un aliment, que ce soit un aliment cuit, que ce soit un aliment naturel. Donc, cela est également une prédisposition de l'individu par rapport à son immunité, parce que c'est ce qui est important, c'est-à-dire nous avons une réaction donc de l'organisme qui dit ce qui vient de rentrer n'est pas étranger. Et cela définit concrètement l'allergie alimentaire qui est aujourd'hui de plus en plus fréquente dans nos sociétés. Souvent, certaines personnes le gèrent très bien et on peut arriver aussi à des situations très graves telles que l'hémorragie qui a une entité très grave avec le gonflement des lèvres, le gonflement du visage, etc. et qui est une urgence médicale. Une urgence médicale. Oui, exactement, parce qu'en général, pour expliquer ça de façon simple, c'est comme si on dit souvent que ta nourriture soit ton médicament, que ton médicament soit ta nourriture. Donc tous les jours l'homme vit, il mange tous les jours, et donc théoriquement l'aliment doit lui apporter un bénéfice au niveau calorique, au niveau nutritionnel. Mais ici le problème, c'est-à-dire qu'un aliment qu'on a l'habitude de manger tous les jours par exemple, un jour peut être reconnu comme étranger au niveau de l'organisme. C'est cela qui déclenche l'allergie, que ce soit des manifestations cutanées, des craquages, ou bien des manifestations digestives, ou bien des gonflements au niveau de l'extrémité. Cela peut arriver. Pour être plus précis, il faut dire que par exemple, dans la vie courante, certaines personnes en général, la première chose que je peux dire, c'est le déparasitage. Certaines personnes ne se déparasitent pas fréquemment. Et les enzymes en général qui sont produites par les parasites intestinaux dans le tube digestif, lorsque l'aliment passe et que ces enzymes viennent recouvrir l'aliment, on peut avoir par exemple des réactions simplement parce que les enzymes recouvrant l'aliment font que l'immunité détecte en cet ensemble enzymes plus aliments comme étant étrangers. Et donc là vous avez une sorte d'intolérance alimentaire qui se manifeste par les mêmes symptômes que l'allergie alimentaire sans être de l'allergie alimentaire. Parce que l'allergie alimentaire c'est juste une détection donc, de l'aliment pur vers les symptômes. Alors que dans plusieurs des cas, on remarque que les enzymes liées aux parasites intestinaux recouvrent les aliments, peuvent donner des symptômes parallèles. C'est pour ça qu'on demande souvent aux gens, dès qu'ils commencent à avoir des symptômes, d'avoir ingéré quelque chose. Et que dans les 15 minutes, dans les 24 heures qui suivent, il y a un déclenchement donc alors d'une allergie alimentaire, qui d'abord par le déparasitage, qui nous fait donc alors une nuance entre l'intolérance alimentaire et l'allergie liée alimentaire de façon ce qui signifie que le déparasitage est un pilier
dans les allergies alimentaires, si on peut le dire? Absolument, le déparasitage est un parce que tout au long de la vie, l'individu mange et dans le tube digestif se produit des colonies dans le biotype qu'on fait des parasitoses. Ces parasitoses en général qui sont des parasitoses qui sont même nécessaires à l'organisme des fois, en général peuvent déclencher des intolérances alimentaires différentes des allergies alimentaires qui sont typées par le médicament, l'aliment lui-même. Je donne encore un exemple un peu plus loin. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre un ananas tous les jours, et un jour il se rend compte qu'en prenant cet ananas-là, il a des réactions. Et il va s'inquiéter, il va se dire, il prend l'ananas maintenant, j'ai des coups au ventre, j'ai le corps qui me gratte, qu'est-ce que je fais? Donc en général, en venant, avant même de venir chez le médecin, tout ça, il doit d'abord s'assurer, donc alors je vais prendre des parasites, ces symptômes ont disparu. Si ces symptômes ne disparaissent pas sur le déparasitage, qui est une maladie simple de tous les médecins, là il doit pouvoir consulter pour qu'on puisse faire la preuve donc alors de l'allergie alimentaire au cas. D'accord, docteur. Les allergies alimentaires ont des conséquences néfastes sur la qualité de vie et sur le revenu financier des sujets allergiques. Et d'après les statistiques, nous avons constaté que pratiquement 1 à 3% des adultes font des allergies et 4 à 6% des enfants aussi en font. Alors, dites-nous les différents allergènes impliqués dans ce sens. En général, quand on est en général, on est protégé en général par les anticorps maternels. Jusqu'à l'âge de 9 mois en général, ça va. Après, on peut voir entre 9 mois et 2 ans des enfants qui ont commencé à avoir des allergies de tous les types, en particulier les alimentaires. Mais en grandissant, ce phénomène peut aller donc alors en s'accentuant ou bien en diminuant. Donc, il y a totalement une théorie de hasard dans ce qui est l'allergie alimentaire. Et ce qu'on peut dire, c'est que les adultes et les enfants en général ici au Bénin, ce qu'on rencontre plus, c'est des allergies qui sont des allergies aux crustacés. Et ces allergies aux crustacés ont un deuxième corollaire parce que en général, beaucoup de gens en Afrique sont allergiques à la poussière. On n'a pas de séance donc à l'autosensibilisation cardiaque ici. Donc en général, même dans la vie courante, en sortant, vous avez de la poussière. Beaucoup de personnes, beaucoup de familles développent alors des allergies à la poussière. Or, l'allergie à la poussière et l'allergie aux comètes en général, ils ont un allergène croisé qui fait que en général les personnes développent non seulement l'allergie aux acariens, mais également l'allergie aux comètes. Ça, c'est la première des choses que l'on remarque. C'est le phénomène le plus courant, c'est l'allergie aux comètes. Au Bénin, en tout cas, dans la sous-région, c'est la première fois l'allergie aux comètes. Après, il y a l'arachide également qui vient, il y a l'ananas qui vient, il y a le lait qui vient. Mais il faut dire que d'après les statistiques que nous on voit ici en cabinet, c'est vraiment ça. Le lait, l'arachide, les crevettes, les poissons, donc alors les poissons à chair, les poissons à chair, les poissons de mer. En général, quand on prend tout ça ensemble, on peut définir en général les politiques, si on doit faire de la prévention en matière d'allergie, si on doit pouvoir aller vers améliorer donc, le profil clinique des gens. Et il faut dire que ces allergies-là gênent la vie courante. Gênent la vie courante parce que la personne peut sentir des gratages, il peut manger quelque chose, en général les gens ne mangent pas toujours à la maison. Et donc il va manger dehors, il y aura donc une sauce tomate, une crevette. Il en ingère, et en général les manifestations sont là, il est obligé de se gratter, il est obligé donc on le gêne quand il travaille. Il y a également donc les allergènes qui ne sont pas forcément dans notre environnement ici en Afrique, mais qui sont présents en général dans les aliments manufacturés, les produits manufacturés. Et donc la personne va en ingurgiter et ça déclenche en général l'allergie. Et en ce moment, il est obligé de consulter un médecin ou alimentation d'histaminique, également pouvoir prendre en charge l'allergie de façon la plus simple possible. Maintenant, ça se passe bien. Les cas qui sont graves et qui font donc de l'allergie alimentaire une urgence médicale, c'est bien évidemment les œdèmes de Quentin, une sorte d'urticaire, avec au bout de 15 minutes, le visage gonfle, les lèvres se gonflent, en général, ils font un choc anaphylactique, et en général, cela met en jeu le pronostic vital, puisque la personne peut avoir donc alors une détresse respiratoire et avoir un arrêt respiratoire s'il n'est pas pris en charge. En Europe, il y a des écoles pour les personnes qui sont très allergiques. Nous, on leur apprend qu'est-ce que c'est que l'allergie, on définit l'allergie avec eux, on essaie de suivre les manifestations cliniques
et en général, ils ont un petit stylo à base d'adrénaline. Et lorsqu'ils sont donc, dans des périodes très difficiles, des cas respiratoires, avant que je rentre à l'hôpital, ils peuvent déjà s'injecter ce stylo dans le quadriceps, dans le niveau du muscle du genou, de la cuisse, en attendant d'aller à l'hôpital. Mais ici, en général, c'est une alerte qui est donnée de façon générale et en général, les principaux ingénieurs savent prendre en charge les patients pour arrêter en général ce risque est important. Ce qui fait de l'allergie alimentaire une urgence médicale parce qu'on peut arriver donc à un arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire un décès d'une personne très vite. Ce qui fait que la personne peut aller à l'hôpital. Et c'est peut arriver à tout le monde, à tout le monde, et c'est totalement aléatoire parce que je peux manger ce ceci, je n'ai jamais été sensible à cela, mais à un moment donné, mon corps détecte cet aliment comme étant un aliment étranger et comme un aliment dangereux. Et donc, plus je peux avoir une crise aujourd'hui, et un autre jour, dans un mois, dans 10 ans, si je reprends ce même aliment, peut-être que je suis allé à table avec des amis, je dirais que j'ai rencontré une crise qui reste grave. Donc c'est une pathologie qui demande donc de la surveillance, qui demande donc de l'anticipation de la part du patient lui-même, mais également de la part des médecins pour pouvoir les prendre en charge de façon globale. D'accord, docteur. Avant de revenir sur la prévention et sur le traitement, nous avons souvent des personnes qu'on voit au cours de soir et qui disent « Ah, je ne sais pas comment ça se passe, mais tout mon argent que je prends à chaque mois, il faut que je me rende dans une pharmacie pour m'en procurer un antihistaminique ou carrément aller voir des médecins parce que je vais faire des allergies à répétition. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Comment prévenir en gros les allergies alimentaires et comment les traiter quand on est seul chez soi? En général, si la personne remarque qu'il y a donc des symptômes qui font penser à une allergie alimentaire, il faut faire la preuve d'abord que c'est vraiment cet aliment-là qui donne le problème. Pour le faire, on réalise des tests allergologiques, on appelle des pré-tests alimentaires. C'est un test qui est fait au niveau des avant-bras et qui permet donc de poser en général de l'histamine qui est normalement un libérateur, donc des médiateurs inflammatoires de l'allergie. Et donc on a ensuite un sérum physiologique qui est totalement bénin. Et en général, l'histamine laisse une tapis de 3 mm et en général, le sérum physiologique ne laisse pas de tapis. Et en confrontant cela donc au liquide de l'aliment, de l'ananas, on va remettre à chaque point, on pourra faire des tests alimentaires pour voir si la personne réagit. Si c'est un test de sensibilité, qui nous permet, s'il est positif, de partir ensuite au dosage des IgE spécifiques de cet aliment. Donc, si on a un test de sensibilité positif, on peut aller aux IgE spécifiques et poser les diagnostics de façon formelle sur les crevettes, sur l'ananas ou bien sûr l'arachide, etc. Le problème, c'est qu'ici en Afrique, nous n'avons pas les moyens de dépistage, mais la plupart des allergologues qui sont formés n'ont pas le moyen des éléments de dépistage et en général, on interdit un peu de tout. On voit beaucoup de médecins, des oreilles, des ophtalmos, des dermatos en général. On va vous mettre une liste d'éviction, éviter de prendre ici, éviter de prendre cela, éviter de prendre des aliments a priori qui sont histaminiques libérateurs. Mais la démarche même, c'est d'abord, premièrement, de faire le constat des manifestations. Deuxième, de faire des tests de sensibilisation par les tests alimentaires. Et troisième chose, de revenir maintenant sur l'IgE spécifique à cet aliment et de prouver, non seulement au niveau de la spécificité, mais au niveau donc de la qualité du test, de pouvoir profiler le score en fait de l'allergie à cet aliment de l'individu. Ça qui nous permet de prédire une crise grave ou une crise qui va venir dans 6 mois. Voilà. C'est comme ça en général que tu fais. Donc le but ce n'est pas d'interdire les aliments parce que tout aliment est un risque. Et donc c'est de pouvoir regarder le profil du patient, de pouvoir faire une investigation au niveau du diagnostic de sensibilisation par les prix alimentaires et ensuite de venir faire le diagnostic même de la maladie à travers les IgE spécifiques à cet aliment. Et ça nous permet en général de pouvoir typer réellement l'allergie alimentaire au lieu de faire des interdits. Par exemple, un enfant qui est allergique à l'arachide, on lui donne évite le chocolat, évite l'arachide, évite le poisson, ce qui fait que souvent des enfants
qui sont en croissance aussi peuvent ne pas bénéficier donc alors d'une grande plateforme au niveau alimentaire si ils ont des allergies qui sont difficiles. Je comprends aussi que les patients soient impatients, les parents soient impatients parce que les parents dépensent de l'argent chez les dentistes à venir, l'allergie ne s'arrête pas, ou bien elle a des poussées, des rémissions. Mais je pense que là, il faut un équilibre, il faut créer des écoles donc de l'allergie, pouvoir discuter de l'allergie avec les parents, pouvoir expliquer les bonnes malheurs, pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que l'allergie, comment on peut déranger de l'allergie, qu'est-ce qu'il faut faire dans les gestes d'urgence, et de faire les tests de sensibilisation et les tests pour le diagnostic, pouvoir donc alors mieux contrôler, bien connaître son allergie. D'accord, docteur. Que pouvez-vous apporter de plus ou quels conseils pouvez-vous prodiguer à vos abonnés par rapport à ces allergies alimentaires? D'abord, je pense que le premier conseil que je l'ai déjà donné, c'est d'abord le déparasitage. Parfois, un déparasitage se prend au moins tous les 6 mois, prend le temps de faire son déparasitage. Parce que celui-là, donc alors, en faisant votre déparasitage correct, vous n'êtes pas prédisposé à faire des insuffisance alimentaires qui peut amener donc alors à des troubles diagnostiques par rapport à l'allergie avec un médicament, avec un aliment. Deuxième chose, je pense que le patient toute sa vie se connaît lui-même. Des fois, il y a des choses qu'on sait que quand je mange ici, cela m'arrive. Mais de façon inconsciente, le malade dit moi je ne mange pas ça, moi je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on met par la bouche, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on utilise pour la nutrition. Il faut vraiment faire attention quand on prend par exemple un lait, on va vérifier quel type de lait c'est. Bon, on va faire trop de mélange donc, parce qu'après, il faut faire une enquête vraiment pour vraiment toucher du doigt le produit suspect. Après cela, je pense que si on a des crises ou bien des épisodes répétés d'allergie alimentaire, on suspecte, il faudra consulter un allergologue ou bien un médecin qui s'y connaisse pour pouvoir réaliser cet ensemble de tests pour pouvoir typer et prouver que c'est vraiment cet aliment-là plutôt qu'un autre et de pouvoir ensuite bien cadrer en général. Si on sait l'aliment, on est déjà a priori averti et on peut prendre des dispositions plus adéquates. D'accord, donc pour faire un bref résumé, le pilier en fait du traitement de l'allergie, c'est le déparasitage. C'est ça qui est primordial. Il faut se déparasiter, ensuite contrôler ce qu'on apporte dans l'organisme, ce qu'on mange. Les trucs qu'on trouve, c'est pas tout ce qu'on trouve qu'on mange, donc il faut vraiment contrôler son alimentation. Mais au cas où on se retrouvait devant les épisodes d'allergie, il faut vraiment contacter un dermatologue ou un allergologue, pardon, surtout un allergologue, pour une prise en charge adéquate. Alors, chers abonnés, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci au docteur Franck Yé-Domon. Je rappelle qu'il est médecin, allergologue et dermatologue au centre médical La Providence. Alors, si vous avez des problèmes d'allergie ou si vous avez des problèmes de peau, merci de contacter juste docteur Franck Yé-Domon.